Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020 et les indices américains ont terminé la session d'hier en légère hausse avec le Dow Jones qui a grappillé 2 points pour clôturer quasiment à l'équilibre. Le S&P 500 quant à lui a gagné 0,5% et le Nasdaq a bondi de 1,2%. Alors aujourd'hui, la prudence sera de mise dans l'attente de la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Alors à noter que la Fed, nous l'avons appris lors du discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Alors la Fed compte modifier sa manière de traiter l'objectif d'inflation et ce en permettant à l'inflation de dépasser les 2% pendant une courte durée avant de prendre des mesures. Cette réunion de la Réserve fédérale américaine, cette conférence de presse sera très attendue par les marchés. C'est l'événement de la semaine avec une volatilité très élevée qui sera attendue sur l'euro-dollar, mais également sur le gold. Et entre-temps, mais également avant cela, nous prendrons connaissance d'une autre donnée. C'est la donnée sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut, car il s'est passé des choses sur le marché pétrolier. Nous avons parlé hier d'un besoin de catalyseur haussier pour pouvoir intégrer le nuage. Ce catalyseur haussier a fait surface et c'est notamment les perturbations de la production américaine dans le golfe du Mexique et cela est dû à l'ouragan Sally. Alors combiné à une baisse des stocks annoncée par l'API, cela a permis donc au WTI de se hisser au-dessus des 39 $, actuellement peut-être en train de toujours à 39,02. Donc voilà pour le marché pétrolier, on va en parler plus dans le détail. Et donc dans la région Asie-Pacifique, les principaux indices asiatiques s'échangent aujourd'hui de manière mitigée. Au Japon, le Nikkei a gagné 0,2%, le Kospi coréen et le Hang Seng ont chuté de 0,25% et en Australie, le S&P ASX 200 a bondi de 0,96%. Et en Europe, les indices sont plutôt à l'équilibre, toujours au-dessus de leur nuage et dans leur range dans lequel ils évoluent depuis plusieurs séances. Alors, en Chine, à noter qu'un haut fonctionnaire chinois a accusé mardi les États-Unis, qui ont forcé la vente de TikTok pour des raisons de sécurité nationale, de harcèlement économique, tout en dénonçant les restrictions imposées par l'Union européenne à Huawei. Et d'un point de vue des données, nous avons pris connaissance au Japon. Le Japon qui a affiché un excédent commercial de 248,3 milliards de yuan en août 2020, en août 2020 contre un déficit de 152,2 milliards de yens un an plus tôt et donc un déficit de 37,5 milliards de yens. Et à noter, c'était les élections, Yoshihide Suga a été élu Premier ministre du Japon. Et le Wall Street Journal qui a rapporté hier que la Commission fédérale du commerce prépare un éventuel procès antitrust contre Facebook. Et ce n'est pas tout, plus d'une douzaine de célébrités, dont la célèbre Kim Kardashian, se joindront donc à une manifestation contre les échecs répétés de Facebook à traiter les discours haineux, mais également la désinformation électorale sur leur plateforme. Alors, concernant le coronavirus, hier, le Texas a enregistré 4816 nouveaux cas, ce qui représente la plus forte hausse quotidienne des infections en près de 3 semaines. Et le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations et des arrestations en rapport avec une campagne d'intrusion informatique liée au gouvernement chinois. À présent, ce que nous avions abordé concernant le marché pétrolier, l'ouragan Sally oblige les compagnies pétrolières à arrêter un quart de leur production dans le golfe du Mexique. Et combiné donc à ce rapport de l'API qui a indiqué que les stocks de brut américains ont chuté de 8,5 millions de barils la semaine dernière. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, vous l'aurez compris. L'événement du jour sera la décision sur les taux du FOMC, mais également la conférence de presse du président de la Fed, Jérôme Powell. On prendra également connaissance des données sur les ventes au détail aux États-Unis et du rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole brut qui pourra aller dans le sens de l'API. Donc
Séance encore une fois cruciale pour le pétrole. On va en parler d'un point de vue technique, hein. Actuellement, en données H4, le WTI évolue à l'intérieur de son nuage, hein. Nous avions justement indiqué qu'il faudrait un catalyseur haussier pour permettre une telle intégration, mais également à la sortie du fanion, le sens de la sortie du fanion déterminerait la prochaine tendance de court terme. La sortie s'est faite donc en franchissant la borne supérieure de notre fanion, que l'on retrouve ici en reliant les différents tops, hein. Nous avions également notre borne inférieure. Nous attendions plus un franchissement, une cassure de la borne inférieure, mais ce catalyseur haussier, notamment cette fin de la production d'un quart dans le golfe du Mexique, mais également le rapport concernant les stocks hebdomadaires, ont permis donc une sortie par le haut et une intégration du nuage, hein. À noter tout de même, bon, je prends un peu d'avance sur le pétrole, on est en train de s'attaquer aux 39 dollars. Les 39 dollars, d'une, c'est un seuil psychologique, de deux, c'est un palier de SSB. Donc si on parvient à s'en affranchir, il reste quand même un obstacle de taille ici, les 39,90, 39,85 aux portes des 40 dollars. Alors il faudrait vraiment que les stocks de pétrole brut viennent confirmer cela. Nous en prendrons connaissance donc comme annoncé à 16h30. Donc si les stocks de pétrole brut viennent confirmer l'estimation de la veille, bien entendu on pourrait continuer dans cette tendance haussière de court terme. On va en parler plus tard, nous allons passer sans plus tarder sur les indices. Nous n'avons pas vu le calendrier économique dans le détail, excusez-moi. Donc balance commerciale de la zone euro à 11h du matin, 14h30 taux d'inflation au Canada, donc l'indice des prix à la consommation. En mensuel et en annuel. On prendra connaissance également au même moment les ventes au détail aux États-Unis. Ce sera également une donnée importante, notamment pour le marché action. On prendra également connaissance, on en a suffisamment parlé, des stocks de pétrole brut à 16h30. Et enfin, à partir de 20h, ce sera Jérôme Powell qui sera aux commandes, et donc bien entendu, nous allons couvrir cet événement avec des articles à partir de 20h. Donc voilà pour la session du jour, une session importante, une session qui a été attendue par les opérateurs. Nous pouvons à présent nous occuper des indices boursiers, passer directement sur le compartiment action. Nous allons débuter par le DAX. Donc le DAX ici qui est en légère hausse, le DAX en données H1. Donc le contexte, hein, tout d'abord le DAX qui évolue dans un canal ascendant, le DAX qui oscille autour de son nuage H1 et donc qui est actuellement au-dessus sur support. Alors à court terme, les perspectives sont légèrement haussières avec, bon, je suis tout de même... nous sommes assez neutres, hein, pour le moment sur le DAX. Il n'y a pas de grand mouvement. Il semblerait même que le CAC 40 s'active davantage dernièrement. C'était l'inverse avant. Le DAX était beaucoup plus dynamique que le CAC 40. À présent, le CAC 40 semble bénéficier d'un peu plus de dynamisme et le DAX semble s'endormir. En tout cas, nous sommes au-dessus de tous les éléments. Nous avons notre nuage ici, la Kijun qui vient renforcer en tant que support, et nous avons cette fameuse moyenne mobile simple à 200 périodes, hein, qui nous aura été d'une grande aide lors des dernières semaines. Alors, nous sommes au-dessus de tout support, donc un biais légèrement haussier à très court terme, et pour trouver des cibles, hein, tout simplement le seuil psychologique à 13 300 points, soit les récents sommets. Le CAC 40 est un peu plus dynamique, effectivement. Nous avions abordé le fait que tout test du nuage correspond à un bon point d'entrée dans une optique de scalping de très court terme. C'est une stratégie qui semble payer. Encore mieux, les tests ici de cette oblique haussière qui constitueraient des bons points d'entrée. Alors le CAC 40 est un peu plus dynamique actuellement que le DAX en cas de poursuite de la hausse. Bien entendu, les récents sommets pourraient être visés. Le mieux est d'aller chercher le seuil psychologique à 5100 points. Donc en cas de poursuite du biais aussi, en cas de poursuite, en cas de poursuite de la hausse en Europe, concernant le DAX et le CAC 40, les objectifs seront donc ces seuils psychologiques, 5100 points pour le CAC 40, et nous avons 13 300 pour le DAX. Alors ce qui invaliderait cet éventuel scénario aussi en Europe serait un franchissement du nuage, plus largement un franchissement des 13 197, donc
un passage sous les 13 200, clôture en H1 sous les 13 200. Donc ce serait un bon point de vente en scalping pour aller chercher cette moyenne mobile à 200 périodes qui devrait être testée si on arrive à franchir le nuage, à franchir notre Kijun. Alors ce qui invaliderait le scénario haussier pour le CAC 40, alors ce serait un peu plus compliqué car seul un franchissement de cette oblique haussière permettrait donc d'aller se replier en direction des 4930, pourquoi pas en direction des 4900. Donc voilà pour les seuils d'invalidation et les éventuels supports à aller chercher en cas de repli. Qu'en est-il des indices américains? Alors on va s'attarder un peu sur le Nasdaq car il y a deux manières de voir. D'ailleurs c'est ce qu'on fait un petit peu depuis quelques séances. Mais à présent la formation chartiste est de moins en moins claire. Alors bon, mes collègues analystes chez XTB, certains voient plus un double bottom. Un double bottom quand d'autres, dont moi-même, voient une épaule tête-épaule inversée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finalité est la même. Ce sont des figures de retournement, donc qui sont annonciatrices de hausse pour les valeurs technologiques américaines, plus précisément pour le Nasdaq. Ce qui va changer, ce sera simplement l'objectif théorique. Donc ici en jaune, le premier creux, vous retrouverez en orange le second creux. Pourquoi j'estime que cela pourrait être un double creux? Alors pour ceux qui suivaient les live trading, pour qu'il y ait un double creux, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle une vallée entre les deux creux. Donc là, effectivement, c'est le cas. Il y a un espace considérable entre les deux. On peut estimer que c'est un double creux, ce qui va changer par rapport à une éventuelle épaule-tête-épaule inversée que je vais vous présenter immédiatement sur un autre graphique Nasdaq. Donc ici, on retrouve cette autre hypothèse d'une ETE inversée. Voici la première épaule. Voici ici la seconde épaule et au milieu nous allons retrouver la tête de cette figure. Donc l'objectif théorique de cette figure est déterminé en reportant la hauteur de la tête. Pour cette épaule tête-épaule inversée, on retrouve notre ligne de cou environ, il me semble, à ce niveau-là. Donc voilà la ligne de cou, on remarquera d'ailleurs le pullback sur la ligne de cou. Donc voilà dans le cas d'une épaule tête-épaule inversée. Cela nous donne un objectif à 11 840 en projetant la hauteur de la tête au point de breakout. Cependant, je vais ajuster la ligne de cou car ici vous remarquerez que concernant cette épaule, elle ne vient pas tester la ligne de cou. Donc ma ligne de cou était déjà tracée, d'ailleurs la voici. Voilà, c'est important d'avoir un test de la ligne de cou avant de partir former la tête. Donc voilà ma ligne de cou, donc j'ai reporté la hauteur à partir du point de breakout. Et ici, donc, nous retrouvons les 11 840. Et donc, effectivement, nous avions bel et bien une oblique baissière qui relie les différents sommets, qui vient confirmer cette épaule tête-épaule avec un pullback. Ce n'était pas un pullback sur la ligne de cou, mais un pullback sur cette oblique baissière. Donc voilà pour le TE inversé, objectif à 11 840. Alors qu'en est-il? Quelle sera la différence avec le double creux? En cas de double creux, l'objectif théorique sera obtenu de la même manière en reportant la même hauteur, la hauteur du premier creux. Cependant, tout ce qui va changer, c'est le point de breakout et cela changera donc notre objectif théorique. Un objectif théorique d'ailleurs qui correspond à ce palier de SSB, un objectif théorique qui correspond également à peu près à un seuil psychologique, les 12 000 points. Donc voilà pour ce petit ajustement concernant le Nasdaq. Tout ça pour vous dire pardon, que ce soit un double creux ou une TE inversée. Les perspectives sont donc clairement haussières. Tout ce qui va changer sera l'objectif théorique. Donc perspective haussière sur le Nasdaq avec les 11 585 points à aller chercher d'abord. C'est une précédente projection d'Osoda. Il faudra donc s'en affranchir avant d'aller s'attaquer à cette oblique haussière pour aller chercher l'objectif théorique. Et à noter également, je reviens très rapidement, je prends un peu plus de temps sur le Nasdaq. Et nous allons aller plus vite sur les autres indices américains pour passer aux matières premières. Donc à noter ici la difficulté également à aller franchir cette moyenne mobile de 100 périodes, mais le Nasdaq y est parvenu. Donc tout va dans le sens d'une poursuite de la hausse, si je puis dire. Figure chartiste de retournement, franchissement de l'oblique haussière qui relie les récents sommets et franchissement de cette moyenne mobile à 200 périodes. Moyenne mobile
Il faut savoir que les moyennes mobiles à 200 périodes sont très utilisées sur les indices par les opérateurs. Donc voilà pour le Nasdaq. Nous allons passer sans plus tarder au Dow Jones. Donc le Dow Jones qui, après avoir atteint son objectif de Soda et quelque peu surpassé, s'est replié pour aller passer à nouveau sous sa Kijun. Donc il faudra, on en avait parlé également, s'installer au-dessus de ce niveau-là pour pouvoir envisager d'aller chercher les 28 400 et pourquoi pas les 28 600 points. Ce sont des zones déterminées par des paliers de SSB. Donc ici, un nuage épais qui vient mettre une certaine pression sur les cours qui pourrait permettre à ceux-ci de s'échapper à la hausse pour s'installer au-dessus des 28 145 points. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500, quant à lui, devra s'affranchir des 3415 points. À noter ici, nous nous sommes affranchis de cette oblique baissière qui relie les différents creux. Hein. C'est exactement la même configuration que pour le Nasdaq. Nous avons cette oblique qui vient confirmer la hausse. Nous avons effectué un léger pullback dessus, un test. Avant de repartir, il faudra s'affranchir de ce niveau pour envisager d'aller chercher les 3460 qui nous permettraient de finaliser cette vague haussière. Et donc d'aller chercher cette projection E. À noter que celle-ci correspond à une zone qui nous est d'ores et déjà fournie par ce palier ici de SSB. Donc voilà pour le S&P 500. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières avec une situation qui semble se décanter sur le gold. On passera après sur le pétrole. Donc le gold en données journalières. Donc, sans grande surprise, suite à un contact avec notre nuage journalier qui vient renforcer, qui vient mettre pression également sur les cours en tant que support, le gold sort par le haut actuellement donc de son triangle symétrique. Il faut à présent s'affranchir de ce niveau, les 1968,50. C'est le palier d'SSB qui a été testé hier avant le repli qui a réintégré dans notre nuage. Ces niveaux à les franchir pour pouvoir donc continuer et pour pouvoir constater une accélération du momentum haussier. Qu'en est-il en données intraday? En données H4 ici, il va falloir à l'image donc de ce que l'on a pu constater sur les indices, il va falloir s'affranchir de cette oblique baissière qui relie les différents sommets pour donc confirmer la poursuite de la hausse. Alors le gold qui vient prendre appui donc sur son nuage des 1950 se dirige actuellement vers cette oblique pour peut-être la tester, voire la franchir. En tout cas, il faudra un franchissement des 1970 pour envisager une poursuite de la hausse qui permettrait de finaliser cette vague haussière ici en N qui nous fournit un objectif aux alentours du seuil psychologique, du seuil des 2000 $ l'once. Donc c'est l'objectif pour le gold. Mais concernant le gold, concernant également l'euro-dollar, tout dépendra de la réserve fédérale américaine ce soir. On pourrait donc assister à une forte volatilité sur le gold et sur le billet vert ce soir, et c'est ce qui permettrait peut-être de déployer ce scénario haussier pour aller rallier les 2000 $. Alors nous allons nous intéresser à présent au pétrole WTI, un pétrole qui en données journalières vient tenter une réintégration dans son nuage, mais prudence ici à la Kijun, les 39,97, donc les 40 $. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus des 40 $? Très peu probable, on verra à quoi cela correspond en intraday. À noter également notre lagging span qui va devoir s'attaquer à la moyenne mobile à 50 périodes pour pouvoir espérer s'attaquer à la Kijun. Et donc le moment où la lagging span s'attaquera à cette moyenne mobile 50 périodes correspondra au moment où les cours s'attaqueront aux 40 $. Et donc à ce palier de Kijun. Donc peut-être un test des 40 $. En tout cas, le catalyseur haussier a permis cette intégration du nuage. Nous sommes à présent en données H4 sur le pétrole WTI. Et effectivement, comme annoncé hier, le sens de sortie de ce fanion déterminera la tendance de court terme. C'est exactement ce qui s'est passé, une sortie par le haut, accélération haussière grâce aux difficultés de production, notamment au golfe du Mexique et grâce à l'estimation des stocks de pétrole brut hebdomadaires. Et donc, on parvient à s'affranchir tout de même des 39 $, ce palier de Kijun, ce qui à première vue n'était pas chose aisée, reste à aller s'affranchir ici de la zone justement aux alentours des 40 $. Donc les 40 $ qui correspondent à notre palier de Kijun en journalier correspondent à notre SSB
en données H4. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur Ishimoku, sur la plateforme Xstation 5, nous avons la possibilité de superposer Ishimoku sur 2 unités de temps différentes, ce qui permet de bénéficier de ces éléments sur un seul et même graphique. Et donc on va ajouter la Kijun journalière ici sur notre graphique H4 et on la retrouve au niveau de cette sortie de nuage. Donc une sortie de nuage qui ne sera pas aisée. Au vu des fondamentaux, ça pourrait être un excellent point de vente. Après, attention, effectivement, si on arrive à clôturer au-dessus, on pourrait se hisser à 41 $. On pourrait même aller chercher les 42,50 $. Mais encore une fois, est-ce que les fondamentaux l'expliquent? Alors certes, il a des perturbations de production aux États-Unis, mais ce ne sera pas éternel. Et effectivement, la demande mondiale ne risque pas de se reprendre. L'OPEP ne risque pas de se reprendre de sitôt. L'OPEP l'a donc confirmé. Donc, comment voir cette progression du pétrole? Est-ce une opportunité d'acheter? Est-ce une opportunité de vendre si jamais on attend les 40 $? Moi, je pencherais plus pour la seconde, pour le second scénario, un test des 40 $. Point de vente peut-être pour se replier par la suite, pour un repli un peu plus conséquent. Mais bien entendu, tout dépendra de l'actualité. Et donc, d'un point de vue technique, une clôture au-dessus de ce nuage invaliderait complètement le scénario haussier, car ce nuage qui représentait une résistance sera un support en cas de clôture au-dessus. Et donc, pour espérer, pour attendre des perspectives baissières, il faudra refranchir la totalité de notre nuage. Donc, neutre pour le moment, on attend de voir le comportement du WTI au contact des 39,90 s'il y arrive, ce qui pourrait constituer un bon point de vente dans un premier temps pour aller chercher les 38,50 et ensuite voir comment réagissent les cours pour déployer une nouvelle stratégie sur le pétrole WTI. En tout cas, prudence sur les pétroles pour le moment. On va parler du café. Alors un repli considérable du café, voici le café en données journalières. Le café est allé chercher son nuage. Le café s'est fortement replié, il a donné un très très bon point d'entrée. Alors effectivement, au vu du nuage, ce n'est pas un signe de retournement. Ce qui a provoqué cela, il a des raisons météorologiques. C'est justement conditions météorologiques au Brésil qui laissent penser à des récoltes exceptionnels, mais les fondamentaux, notamment les stocks, sont extrêmement bas. Et donc cela devrait prendre le dessus sur cet élément météorologique au Brésil qui a fait s'effondrer les cours. Car effectivement, si les conditions météorologiques sont exceptionnelles et donc la production est exceptionnelle, ça veut dire qu'il y aura de grosses quantités d'Arabica en provenance du Brésil sur le marché. Et donc, lorsqu'il y a plus d'offres, les cours se replient. Et donc, en anticipation de cela, les cours se sont repliés. Alors, mais attention au stock. Donc, c'est quelque chose que nous avons donc abordé hier lors du Commodity Wrap. Nous allons le voir très rapidement concernant les stocks sur le café. Donc, on va le voir très rapidement. Voilà, le café et voilà les stocks. Ici, il faut savoir que l'axe des ordonnées est inversé. Ce n'est pas une hausse des stocks ici, c'est une baisse des stocks. Donc ça a été inversé et effectivement, donc au vu de ces stocks de café, d'un point de vue donc purement fondamental, le technique, nous en avons pas mal parlé, d'un point de vue purement fondamental, les perspectives sont nettement haussières et ce repli a été une chance considérable d'entrer dans ce marché qui habituellement ne laisse pas de telles chances. Et donc, au vu de ces fondamentaux, notamment des stocks de café et des stocks d'Arabica, cela pourrait constituer un très bon point d'entrée sur le café. Donc voilà pour les fondamentaux. Le technique, les objectifs techniques, on les connaît. L'objectif technique est à 141. Il serait plus sage dans un premier temps d'aller chercher les 130, de décanter cette stratégie en 2 étapes, si je puis dire. Aller chercher les 130 dans un premier temps, voire 3 étapes, aller chercher les 135 par la suite, donc les récents sommets, pour aller chercher les 141 au final et pour mettre un terme à cette vague haussière. Donc voilà pour ce point concernant le café. Ce repli ne remet pas en cause donc les perspectives haussières sur le café.
Nous allons passer à présent sur le marché d'échange, un marché d'échange qui pourrait rester sans grand changement dans l'attente de la Réserve fédérale américaine. L'état des lieux. Excusez-moi, j'ai quelques ralentissements sur ma plateforme. Alors, l'état des lieux concernant sur le biais vert, donc neutralité totale, neutralité théorique, hein, nous sommes à l'intérieur de notre nuage, mais le repli hein, pourrait se prononcer quelque peu et l'euro-dollar en conséquence pourrait grappiller du terrain avant la Réserve fédérale américaine. Il en grappille déjà, il est en train d'intégrer son nuage, il s'attaque à la Kijun, reste ce prochain palier, les 1,1870 et en cas de hausse, hein, nous avions déjà abordé les objectifs. Ici, comme cet objectif qui a été atteint hier en début d'après-midi, les 1,19. Donc encore une fois, c'est l'objectif. Les 1,19 hein, qui sont la barrière qui empêche l'euro-dollar d'aller chercher les 1,20, c'est le niveau qui pourrait être atteint. Mais est-ce qu'il sera atteint avant la Réserve fédérale américaine? Cela me semblerait compliqué. Pourquoi? Car il y a énormément d'obstacles ici. Effectivement, notre lagging span sort du nuage, les cours pourraient également en sortir, mais ce sera très compliqué pour les cours d'en sortir, en cours de séance en tout cas, car cela correspondra, la sortie du nuage correspondra donc à une lagging span qui vient s'attaquer à tous ces obstacles. Et donc on pourra assister ici à un refus de sortir du nuage, en cas de poursuite de la hausse bien entendu, pour revenir aux alentours des 1,1860, 1,1870. Donc concrètement, je suis relativement neutre dans l'attente de la Réserve fédérale américaine sur l'euro-dollar. Donc un point également sur l'USD TRI. L'USD TRI donc, que nous avons suivi depuis que l'on suspectait d'éventuels nouveaux records historiques. Ces records historiques hein, ne cessent de s'enchaîner et on peut le voir ici, hein, l'USD TRI qui évolue dans un canal haussier. La Turquie d'ailleurs qui commence à faire parler d'elle dans les médias français. Notamment avec les menaces proliférées, menaces entre guillemets hein, par Erdogan à l'encontre donc d'Emmanuel Macron et donc effectivement ces explorations en mer Méditerranée sont qui sont perçues donc comme des provocations à la Grèce. Ce n'est pas qu'une perception, ce sont clairement des provocations. Faisait partie des éléments que nous avions abordés il y a quelques semaines, hormis donc la gestion de la crise de coronavirus et notamment le financement par la dette pour pallier à la crise du coronavirus et d'autres événements, notamment d'un point de vue géopolitique et l'implication de la Turquie en Syrie et dans d'autres conflits, viennent confirmer une poursuite donc de la hausse de l'USD TRI pour continuer de marquer de nouveaux records historiques. Donc l'USD TRI continue de se frayer un chemin, si je puis dire, vers le ciel, hein, car pour l'heure, il n'y a pas d'objectif concret. Il faudrait... C'est une hausse, donc l'USD TRI est porté par plusieurs facteurs cette hausse devrait se poursuivre et selon moi, tout repli, tout éventuel test de la borne inférieure de ce canal